Faites-nous un signe dans le chat si vous êtes bien connectés, comme ça ce sera pour moi le signal que tout fonctionne. J'attends quelques secondes. Est-ce que ça vient ou pas? Je vois Laura, Sylvie, Lucie, Manon, Mélanie, Nathalie, Jérémy, ça s'enchaîne. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle édition des Experts Paye. Alors là, on est passé à 2025, ça y est, c'est officiel. Ravi de vous retrouver pour aborder les actualités paye et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Alors évidemment, ce sont les actualités à date, puisque c'est en mouvement constant, tous les jours, ça bouge. Et pour ce faire, eh bien, je suis ravie d'avoir à nos côtés Laetitia et David, fidèles au rendez-vous. Bonjour à vous, Bonjour. merci d'être Bonjour. là. Est-ce que Laetitia, David, vous voulez bien en quelques mots nous dire, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais je ne crois pas que ce soit possible, tout le monde vous connaît maintenant, mais qui vous êtes, ce que vous faites de beau. Voilà, je vous donne la parole, qui se lance? Allez, Laetitia, je te vois. Allez, je me lance. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Laetitia Baccelli, je suis consultante paye et formatrice, paye et puis j'interviens également, donc pour Culture RH, pour tous les sujets qui sont liés à la paye. Très clair, merci. Voilà. Alors à mon David? tour, bonjour, David Verhagen. Donc je suis chef de produit 1, 2, 3 Paye dans l'entreprise Kelio. Donc le logiciel 1, 2, 3 Paye, ça fait partie de la suite logicielle de Kelio. Kelio, c'est un éditeur de logiciels RH. Et notamment, nous avons un logiciel de paye qui s'appelle 1, 2, 3 Paye. Et moi, je suis chargé de piloter les évolutions de ce logiciel au service des gestionnaires paye qui sont nos clients. Parfait, super. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure ensemble. Comme à chaque fois, je vous le redis, mais ce webinaire, il est vraiment fait pour vous. Profitez-en, vous qui êtes en train de nous écouter. Posez vos questions, réagissez. Moi, je me ferai votre relais auprès de David et Laetitia. Et puis, on gardera un temps à la fin, si jamais des questions sont restées en suspens, bien évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas tout au long à réagir, à rebondir. Est-ce que Laetitia, tu veux bien nous briefer un petit peu sur les grandes lignes de ce webinaire? Qu'est-ce qui nous attend avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, tout à fait. Donc, on va regarder ensemble, les mesures en paye de la loi de finances 2025 qui a été publiée, fin février. Également la loi de financement de la sécurité sociale 2025. Donc quelles sont les mesures, qui impactent la gestion de la paye? Et il y en a plusieurs. Les nouvelles, règles concernant les avantages en nature véhicule, et puis, pour finir, donc on va regarder ensemble, l'impact, de la diminution du plafond, des ISS maladie. Et est-ce que vous aurez accès au support? Oui, bien sûr, il vous sera transmis. Et oui, le replay vous sera envoyé automatiquement par mail à l'issue de ce webinaire. Donc, on se lance, David? C'est Allez, c'est parti. parti? Allez. Alors, on va donc effectivement commencer par la loi de finances 2025. Et donc, effectivement, cette loi de finances 2025, elle s'est fait attendre, puisque, comme l'a dit Laetitia, elle a été publiée vers la mi-février 2025, donc avec un retard significatif par rapport aux échéances habituelles. Normalement, c'est toujours prêt au 1er janvier 2025 pour prendre effet dès le début de l'année. Mais là, comme chacun sait, il y a eu une motion de censure à la fin de l'année 2024, ce qui a retardé la publication de cette loi. Elle s'est fait attendre, mais maintenant, elle est à disposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire on va rentrer dans le détail, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut en dire globalement? C'est qu'en matière de paye, on ne peut pas dire qu'on ait réellement une cure d'austérité pour cette loi de finances. En tout cas, il y aura d'autres mesures, on va dire, voir qui sont impactantes. Mais en tout cas, pour cette loi de finances, il n'y a pas vraiment de cure d'austérité. On va même voir qu'il y a des exonérations temporaires qui ont été ou zonées qui ont été prolongées, et même un nouveau dispositif d'activité partielle qui est en cours d'élaboration. Et donc, on va revenir sur l'ensemble de ces mesures, et je passe la parole donc à Laetitia pour aborder le premier de ces sujets. Oui, donc pour commencer, on va regarder tout ce qui concerne les cotisations sociales. Donc au niveau du versement mobilité régional, donc on a un nouveau dispositif, pour les régions, donc hors Île-de-France et pour la collectivité de Corse. Donc c'est un versement mobilité spécifique, plafonné à 0,15%.
et applicable à compter de 2026. Donc, à savoir qu'il y a 4 régions qui ont décidé de ne pas appliquer cette contribution spécifique complémentaire pour ne pas impacter encore plus les employeurs. Donc, c'est la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Donc, est-ce qu'ensuite, il y a d'autres régions qui vont se rajouter? Ça, la question reste encore en suspens. Au niveau de la taxe d'apprentissage des mutuelles, donc, jusque-là, les mutuelles étaient exonérées de taxe d'apprentissage. Donc là, c'est fin de l'exonération de la taxe d'apprentissage pour les mutuelles. Et par contre, il y a un maintien de l'exonération sur la rémunération des apprentis et quel que soit l'effectif. Donc, pour rappel, il y a une exonération de la taxe d'apprentissage pour les apprentis, mais pour les employeurs de moins de 11 salariés. Donc là, c'est pour toutes les mutuelles, une exonération donc de la taxe, sur la rémunération des apprentis pour la taxe d'apprentissage, mais plus d'exonération pour les autres salariés. Au niveau de la taxe sur les salaires, donc, il y a une exonération pour certains employeurs qui sont sous assujetti unique TVA dès 2026. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le groupe TVA. Donc, c'est les employeurs qui intégreraient un régime sous assujetti unique TVA. Donc, c'est applicable pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026. Donc, en fait, c'est 2 conditions cumulatives. Donc, il faut que les employeurs ne soient pas assujettis à la taxe sur les salaires s'ils n'étaient pas membres d'un assujetti unique TVA et que l'assujetti unique ait une activité très largement soumise à TVA, donc au moins 90% du chiffre d'affaires. Au niveau des indemnités de rupture dans le cadre d'un PSE, donc c'est un ajout de l'indemnité de rupture à la liste des indemnités exonérées fiscalement. Et c'est en fait les indemnités qui sont allouées aux salariés suite à l'annulation de la décision de validation ou d'homologation d'un PSE. Et pour rappel, cette indemnité, elle représente au minimum 6 mois de salaire. Au niveau des BSPCE et Management Package, donc en fait, c'est une clarification du traitement social et fiscal. Donc, le BSPCE, c'est des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises. Donc, concrètement, c'est les gains d'acquisition seraient exclus de CSG, CRDS sur les revenus d'activité et intégrés dans la CSG sur les revenus du patrimoine, mais qui ne sont pas du coup gérés en paye, qui sont gérés, c'est plus de la fiscalité. C'est applicable à compter du 1er janvier 2025. Et également, donc, il y a une mesure qui crée l'impossibilité d'inscrire ces bons dans un plan d'épargne entreprise. Au niveau du volet Management Package, donc c'est un dispositif qui permet, donc le Management Package, c'est un dispositif qui permet à une entreprise d'associer certains dirigeants ou des salariés clés, donc des salariés dirigeants, à la réussite financière de l'entreprise. Et en ce qui concerne la paye, donc après, c'est surtout, il y a tout un volet concernant la fiscalité, mais vraiment, ce qui concerne la gestion de la paye, donc c'est le gain net qui est exclu de l'assiette de CSG-CRDS sur les revenus d'activité et de celle également donc des cotisations sociales, de l'assiette de cotisations sociales. Donc voilà pour ta partie volet sur les cotisations. Je laisse la parole à David. Oui, merci. Alors effectivement, on va enchaîner avec le renouvellement de mesures d'exonération qui étaient temporaires et qui devaient prendre fin en fin d'année 2024 et donc qui ont été prolongées au moins pour l'année 2025. Alors, on va détailler 3 mesures. D'une part, la première mesure concerne la prise en charge des titres d'abonnement au transport public ou de services de public de vélo souscrits par les salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Donc, c'est les frais d'abonnement qui sont pris en charge. Donc, la règle normale, c'est que les entreprises ont l'obligation de prendre en charge au minimum 50% des frais d'abonnement. Et le législateur avait décidé ces dernières années d'aller jusqu'à 75% dans cette prise en charge avec le même régime social et fiscal de faveur. Eh bien, cette mesure exceptionnelle, elle est encore prolongée en 2025, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque l'employeur prendra en charge 75% du montant, ce montant-là, d'une part, sera exonéré d'impôt sur le revenu pour le salarié, et au niveau des cotisations sociales, il n'y aura pas de cotisation sur la part qui va de 50 à 75%. Ça reste exonéré. Alors, il faut savoir qu'en matière sociale, un employeur peut quand même aller même au-delà de 75% ou au-delà des 50%, mais il y avait en fait
une contrainte pour bénéficier de l'exonération, c'est qu'il ne fallait pas, si le salarié fixait son domicile dans une autre région administrative, que ce soit pour des convenances personnelles. Là, avec cette limite de 75%, on peut même prendre en charge donc, les frais de transport dans cette limite de 75%, y compris pour des salariés qui fixent leur domicile dans une autre région administrative pour des convenances personnelles. Au-delà, par contre, on revient dans le régime de droit commun. Ça, c'est la première mesure. Ensuite, il y avait une mesure un peu plus ciblée qui concernait les pourboires volontaires. Donc, vous savez, ce sont les sommes que vous remettez volontairement pour le service, soit par l'intermédiaire de l'employeur ou directement aux salariés. Eh bien, cette somme-là, elles étaient exclues en 2022 et 2024 de l'assiette des cotisations et contributions sociales, tout ce qui est d'origine légale et conventionnelle, et aussi exonérées d'impôt sur le revenu. Alors, il y avait une condition quand même en termes de rémunération, il fallait que la rémunération du salarié n'excède pas 1,6 SMIC. Eh bien, cette mesure, donc, là aussi, est prolongée pour l'année 2025. Alors, une précision aussi, on pourrait imaginer que tout le monde a en tête, bien sûr, le secteur des HCR, hôtels, cafés, restaurants, qui est le premier secteur concerné par ces pourboires, mais ça peut concerner aussi d'autres activités comme le coiffeur ou bien le théâtre, les casinos. Donc, ce n'est pas limité à un seul secteur. C'est dans tous les secteurs où la pratique du pourboire est en usage. Troisième dispositif, c'est la monétisation des jours de repos. Donc là aussi, à titre de rappel, un dispositif de rachat de journées ou demi-journées de repos, RTT, dans le langage courant, acquise du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, avait été mis en place. Toutes ces journées et demi-journées travaillées en plus devaient donner lieu à une majoration de salaire lorsqu'il y a ce dispositif-là. Donc là, c'est un salarié qui peut demander, et avec l'accord de son employeur, il peut y avoir ce dispositif qui peut être mis en place. On rappelle aussi que ces journées et demi-journées de repos monétisées bénéficient du même régime de faveur fiscale et sociale que celui qui est en place pour les heures supplémentaires. Donc maintenant qu'on a fait le rappel de ces règles, là aussi, encore une fois, ce dispositif, il est prolongé d'1 an et donc ça va maintenant concerner les journées et demi-journées de repos acquises jusqu'au 31 décembre 2026. Voilà pour ces mesures d'exonération temporaire. Je passe la parole à Laetitia pour les exonérations zonées. Tout à fait. Alors, au niveau donc la loi de finances de 2025 prévoit des prolongations sur certaines exonérations zonées, des exonérations qui sont spécifiques à certaines implantations dans certaines zones. Donc, on a notamment le bassin d'emploi à redynamiser, ce qu'on appelle également BER. Donc, concrètement, ces employeurs qui ont un établissement qui est implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser. Donc, les 2 bassins d'emploi à redynamiser sont la zone d'emploi de la vallée de la Meuse et la région Grand Est. Donc, ils peuvent bénéficier sous condition et pendant une certaine durée d'une exonération de cotisation patronale. Et la date donc de limite d'implantation, elle est repoussée du coup à fin 2027 au lieu de 2026. Et en cas d'implantation au-delà de 2027, il n'y aura plus d'exonération. Au niveau de la zone France Ruralité Revitalisation ZFRR, c'est dur à dire. Donc, c'est certaines communes. Donc, en fait, il y a eu un basculement de ZRR à ZFRR et donc certaines communes qui étaient classées en zone de revitalisation rurale n'a pas été reclassée en zone France Ruralité Revitalisation. Et du coup, donc là, la loi de finances de 2025 prévoit un maintien du classement ZRR en ZFRR jusqu'en 2027. Je me permets juste de demander à l'audience, est-ce que vous avez des questions, des points à relever? Pour l'instant, c'est très calme. Est-ce qu'il y a des points qui vous surprennent? Est-ce qu'on peut avoir accès aux documents? Oui, on va vous le mettre dans l'onglet Handouts. Vous avez vu cet accent? Parfait. Mais ouais, si jamais des réactions, je vois qu'a priori, pour l'instant, tout a l'air clair, donc je pense qu'on peut avancer. On avance? Ok, super. Je vais donner la parole à David qui va vous parler des nouveaux barèmes applicables.
Oui, alors donc là, effectivement, hein, chaque année, avec la loi de finances, on réactualise des barèmes. Euh, Là, on commence tout d'abord par le barème très important du prélèvement à la source de l'impôt sur la revenu, hein, le PAS. Ce barème concerne la nouvelle grille des taux neutres. Alors, juste pour mémoire, hein, les taux neutres, ce sont des taux qui sont appliqués en matière de prélèvement à la source lorsque le salarié n'a pas souhaité communiquer son taux personnalisé, notamment, hein, s'il ne veut pas que ça donner cette information à son employeur. Ça peut concerner aussi des salariés qui sont très récemment embauchés et pour lesquels il n'y a pas eu de retour au niveau de la DSN encore du taux qui a été communiqué à ce titre. Et donc voilà pour le principe des taux neutres. Donc cette grille des taux neutres, eh bien, elle a été mise à jour, elle est mise à jour chaque année et elle prend effet normalement au 1er janvier. Là, la particularité de cette année, compte tenu de l'entrée en vigueur tardive de la loi de finances, eh bien, c'est qu'elle sera applicable seulement à partir du 1er mai, et donc sans effet rétroactif pour les rémunérations qui ont été versées du 1er janvier au 30 avril 2025. Il n'y a pas vraiment de perte pour les finances publiques, puisque de toute façon, le prélèvement à la source, on le rappelle, c'est juste un acompte sur l'impôt sur le revenu, et donc l'État, au final, va quand même récupérer le montant de l'impôt sur le revenu qui était dû. C'est juste une avance de trésorerie, on va dire. Le deuxième point qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient d'évoquer, qui est cette fois-ci non pas le prélèvement à la source, mais la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Alors là, ça concerne un échantillon de personnes beaucoup plus réduit, parce que ça va concerner les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Pour celle-ci, en fait, il y a une retenue à la source qui est opérée sur leur revenu de source française. Et encore, sous réserve qu'il n'y ait pas une convention bilatérale conclue avec un autre État, évitant les doubles impositions. Donc, voilà, tout le monde n'est pas concerné par cette retenue à la source, hein, vous l'aurez compris. Là aussi, nouveau barème, cette fois-ci applicable avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2025. Et puis, autre point qui concerne la taxe sur les salaires. Alors, la taxe sur les salaires, là, on est sur un prélèvement à la charge des contributions à verser par les entreprises. Là encore, ça ne concerne pas toutes les entreprises, hein. La taxe sur les salaires, ça concerne les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui le sont très partiellement, sur moins de 10% de leur chiffre d'affaires. Là, dans ces conditions, elles sont soumises à ce prélèvement de taxe sur les salaires, qui est un barème applicable en fonction des tranches de rémunération des salariés. Donc ce barème, il a fait l'objet d'une publication avec la loi de finances, avec cette fois-ci aussi un effet rétroactif au 1er janvier 2025. Là, bien sûr, comme je l'évoquais, on n'est pas sur une avance en quelque sorte, hein, contrairement au prélèvement à la source, on est vraiment sur les sommes qui sont dues, d'où le côté rétroactif qui est applicable. À noter aussi qu'il existe en matière de taxe sur les salaires un abattement annuel applicable à certains organismes sans but lucratif, hein, notamment les associations loi de 1901. Et chaque année, cet abattement sur un certain niveau de salaire est porté cette fois-ci à 24 041 €. Donc cet abattement est applicable dans cette limite-là. Alors, Voilà. oui, alors je veux juste une petite précision, à savoir que ces 3 barèmes, vous pouvez les retrouver sur Culture RH. Tout à fait. Ah, très bien. Voilà. Est-ce qu'on a un lien qu'on pourra partager? Là, j'ai Peut-être. pas de lien, je pourrais essayer Là, de le trouver, la d'ici team, la fin du Culture webinaire. RH le mettra. Voilà. Oui, ou on le mettra à la fin sinon. Oui, je Super. vais les retrouver là entre. Merci. J'anticipe la question. Parce que je sais que dans le chat, quelqu'un va dire: «On peut avoir le lien?» Eh bien, il va venir. Très bien. Alors, on enchaîne avec l'activité partielle de longue durée. Rebond. Alors, au niveau de l'activité partielle de rebond de longue durée, donc c'est la loi de finances 2025 qui prévoit donc un nouveau dispositif d'activité partielle pour les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques qui sont durables afin d'éviter des licenciements économiques. Donc, on a un projet de décret qui n'a pas encore été publié, qui est entre les mains des partenaires sociaux pour le moment.
Ce qu'on sait à l'instant, ce qu'on va vous dire à l'instant, c'est ce qu'il y a dans le projet de décret, ce qui n'est pas forcément ce qui sera en définitif quand le décret sera publié. Donc, mise en place par accord collectif ou document unilatéral de l'employeur sur la base d'un accord de branche étendu. Donc, le décret prévoit que le contenu de l'accord, on va prévoir le contenu de l'accord et les modalités d'homologation, donc sans rentrer dans les détails. Également des conditions d'engagement de l'employeur en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. Donc, il faudra quand même des conditions pour pouvoir bénéficier de cette activité partielle de longue durée, mais c'était également le cas pour l'autre dispositif d'activité partielle de longue durée qui est en vigueur actuellement. Donc, une durée maximale de 18 mois sur une période de référence de 24 mois consécutifs. Et donc, au niveau de l'indemnité d'activité partielle, au niveau également de la réduction de l'horaire de travail, donc c'est plafonné à 40% et dans certains cas, ça peut être également porté à 50%. Au niveau de l'indemnité d'activité partielle, donc elle serait égale à 70% de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 SMIC. Donc le même plafond hein, que l'activité partielle actuelle. Et 100% de la rémunération nette, donc l'indemnité, elle peut être portée à 100% dans certains cas, et notamment en cas d'action de formation des salariés. Au niveau de l'allocation perçue par les employeurs, donc elle serait de 60% de la rémunération horaire brute de référence, donc dans la limite de 4,5 SMIC. Et ce dispositif d'activité partielle de longue durée rebond donc, serait applicable à compter du 1er mars 2025 jusqu'à une date définie par décret ou au plus tard le 28 février 2026. Donc là, pour le moment, c'est le contour de ce nouveau dispositif d'activité partielle, mais il y a peut-être des choses qui vont être amenées à évoluer, donc sachant que la loi a défini certaines choses, mais pas tout. Et donc surtout, là, on attend que le décret soit publié. Au niveau donc de la loi de financement de la sécurité sociale 2025, donc on a un certain nombre de mesures et je pense que c'est ça qui va vous intéresser le plus. On va voir si l'audience réagit. Pour l'instant, elle écoute attentivement, j'ai l'impression. Voilà, mais là, je pense qu'on risque d'avoir des questions. Dites-le moi en commentaire. On va voir. Challenge. Donc, quelles sont les mesures qui vont impacter la paye? Donc là, c'est vrai qu'on a tout un tas de mesures de réforme des exonérations de cotisations patronales et notamment également une réforme également des cotisations salariales des apprentis. Donc, je vais laisser la parole à David. Oui, effectivement, merci Laetitia. Beaucoup d'actualités sur ces allègements d'abord de cotisations, hein, les allègements généraux. Et on va commencer par la réduction générale des cotisations applicable en 2025, avec plusieurs actualités la concernant. Tout d'abord, première évolution, la prise en compte de la prime de partage de la valeur, la PPV, hein, dans le calcul de la réduction générale des cotisations. Alors là, effectivement, on est habitué maintenant aux allers-retours du gouvernement, des gouvernements successifs, hein, qui mettent en place des mesures incitatives pour aider les employeurs, prévoir des mesures d'exonération. Et puis ensuite, on a un deuxième mouvement qui vient raboter un peu l'avantage qui a été octroyé. Et ben là, on est classiquement dans ce cas-là, hein, puisque la PPV, elle bénéficiait d'une exonération de cotisation et en quelque sorte, cette exonération, elle est en quelque sorte, son effet maintenant est limité par le fait que cette prime de partage de la valeur est intégrée dans le calcul de la RGC. Alors, le montant de cette prime de partage de la valeur, il va être intégré à deux niveaux dans le calcul de la RGC. Il va tout d'abord être pris en compte dans la formule de calcul du coefficient, c'est-à-dire que l'intégration de ce montant dans la rémunération qui va être comparée au SMIC va forcément pénaliser le taux de dégressivité de la réduction générale de cotisation, voire annuler le bénéfice si finalement on dépasse la limite de 1,6 SMIC applicable. Donc ça, c'est le premier effet qui est pénalisant pour une entreprise. Le deuxième effet qui vient un peu compenser cette mesure-là, c'est que par contre, une fois qu'on aura déterminé le taux de réduction applicable sur les rémunérations,
eh bien, cette prime de partage de la valeur sera prise en compte dans le montant faisant l'objet de ce taux de réduction. Donc, si, par exemple, on aboutit à un taux de 12% de réduction de cotisation et qu'il y avait une PPV de 1 000 euros, eh bien, il y aura 12% de réduction de cotisation sur ces 1 000 euros qui seront appliqués. Donc voilà, une mesure quand même qui, au global, est plutôt négative, a un effet négatif pour les entreprises, qui alourdit les charges, qui aura peut-être aussi un effet désincitatif pour les entreprises à verser des PPV. Donc l'avenir nous dira voilà, si finalement quel sera l'impact sur la PPV de cette nouvelle mesure. Tu sais, David, si ça concerne aussi les entreprises de moins de 50 salariés, c'est Lucie qui demande ça. Alors, les entreprises de moins de 50 salariés, oui, tout à fait. Hein, c'est une mesure générale. Deuxième point, c'est la fixation du montant du SMIC à retenir dans la formule de calcul du coefficient de réduction. Alors là, on est encore aussi sur des données très techniques. Hein, donc là, ça s'adresse principalement aux gestionnaires paye qui maîtrisent bien la formule de réduction Fillon. Mais effectivement, on compare une rémunération à un montant du SMIC. Et là, la nouveauté, en fait, c'est que désormais, ce n'est plus la loi qui détermine le montant du SMIC à retenir dans la formule de calcul, c'est la loi se contente de renvoyer un décret qui, lui, va fixer le montant et elle fixe juste une fourchette, en fait, dans laquelle ce SMIC devra être compris. Donc, ce SMIC, ce sera soit entre le montant du SMIC au 1er janvier 2024, donc je dis bien, de 1er janvier 2024, il n'y a pas d'erreur dans le slide, et celui qui serait en vigueur à la date de versement de la rémunération. Donc, entre cette fourchette de ces deux valeurs, mais le décret a la possibilité de fixer le montant qui va servir de comparaison à la rémunération réelle pour le calcul du coefficient de réduction. Eh bien, la grande surprise, c'est que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas du tout ce qu'il faut faire pour les gestionnaires paye. On attend ce décret et on doit se contenter d'informations officieuses selon laquelle cette valeur du SMIC serait fixée au 1er janvier 2025 pour l'ensemble de l'année 2025. Donc, pas trop de changements au final, si on s'en tient à ça. Le gros problème, c'est qu'effectivement, pour l'instant, pas de décret et on calcule les payes en attendant sur une base incertaine. Alors, pour les salariés qui sont présents, pas trop de difficultés, puisque effectivement, la réduction est annualisée, donc il y a possibilité de régulariser au fur et à mesure des prochains versements de rémunération. Par contre, pour les salariés qui sont sortis, eh bien là, on a dû faire des paris sur la valeur de ce SMIC et on peut supposer qu'il y aura une tolérance qui sera édictée par les pouvoirs publics lorsque la valeur sera enfin connue pour dire que voilà, les calculs qui ont été faits en attendant, s'ils ont été faits par exemple sur la valeur du 1er janvier 2025 sont bons, mais pour l'instant, on est quand même beaucoup dans l'incertitude. Troisième élément de calcul de cette réduction qui fait l'objet d'une évolution, c'est l'évolution de ce qu'on appelle le paramètre T, qui va lui dépendre d'une fraction du taux AT 2025 et de la cotisation d'assurance chômage. Puisque le paramètre T, pour le rappeler, c'est en gros l'addition des taux de cotisation qui rentrent dans le calcul de la réduction générale. Et là aussi, on attend les décrets qui doivent fixer les taux de cotisation AT-MP et qui vont donc, par voie de conséquence, permettre de déterminer la fraction de taux de cotisation qui sera prise en compte dans ce paramètre T. On a une annonce récemment comme quoi cette publication prochaine des taux AT-MP prendra effet sans rétroactivité au 1er mai 2025. Donc, à partir du 1er mai 2025, du fait de ce taux AT qui évoluera, il y aura bien une évolution du paramètre T qui va jouer. Et puis, il y aura aussi donc une évolution du paramètre T également à effet du 1er mai 2025 qui prendra en compte à cette même date l'évolution de la cotisation d'assurance chômage. Donc, on peut imaginer peut-être qu'ils l'ont fait exprès, c'est-à-dire de à la fois mettre les taux AT avec un effet au 1er mai 2025 et le taux de cotisation d'assurance chômage aussi au 1er mai 2025, de manière à ce qu'il n'y ait pas deux évolutions dans l'année du paramètre T. C'est une supposition, mais
on va dire que pour une fois, ça a été pas mal réfléchi. Disons que ça tombe bien. Ça tombe bien, on va Voilà, créditer Si c'est ça. Ça, c'est involontaire, ça tombe bien. c'est une voilà, volonté, ça mais en tout tombe cas, bien. ça va arranger pas mal les gestionnaires paye de ce point de vue-là pour leur Tout à contrôle. fait, ça évite des régularisations, notamment pour les salariés sortis. Enfin voilà, au moins voilà, Exactement. c'est pas rétroactif et c'est au 1er mai, donc ça Mmh. nous laisse, mais en attendant, les taux AT ne sont pas encore sortis, hein. Voilà, voilà. On Donc va Mais une savoir. annonce, voilà, on attend quand même cette info. exactement. On a juste l'annonce qu'ils seront Oui, normalement tout à sortis et fait. qu'ils seront applicables au 1er mai 2025. Mais pour l'instant, on n'a rien vu venir. On enchaîne avec une deuxième évolution des allègements, cette fois-ci de cotisation assurance maladie et allocation familiale, toujours pour l'année qui prennent effet pour l'année 2025. Et là aussi, des évolutions assez importantes quand même, puisqu'on a une réduction des plafonds d'éligibilité pour ces deux allègements. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle un plafond d'éligibilité? En fait, c'est le montant maximum de la rémunération qui va ouvrir droit à ces allègements. Hein. Dès lors qu'on passe ces seuils, eh bien, en fait, l'ensemble de la rémunération revient au taux de droit commun applicable. Donc, pour ce qui concerne l'exonération de cotisation assurance maladie, où on a une réduction du taux qui est applicable de 6%, eh bien, le plafond qui était jusqu'ici fixé jusqu'à 2,5 SMIC, maintenant sera réduit à 2,25 SMIC en vigueur. Alors, je rappelle, ça, ce sont des montants maximums qui sont définis par la loi. Pareil pour l'exonération de cotisation plafond d'allocation familiale. Le plafond qui était de 3,5 SMIC est maintenant au maximum de 3,3 SMIC en fonction du SMIC en vigueur actuellement, qui est actuellement applicable. Mais là encore, je le dis, il faut bien avoir ça en tête, ce sont des plafonds, ce sont des seuils maximums qui sont fixés par la loi. Et là, par contre, la loi, encore une fois, a renvoyé à un décret le soin de fixer le montant précis du plafond d'éligibilité. Ce plafond, il doit respecter les maximums que je viens de vous décrire, mais pour autant, il nous manque une information, c'est quel est le montant qui sera fixé par le décret, en fait. Là aussi, la loi dit que ce montant qui sera fixé par décret lui indique une fourchette à respecter. C'est soit il devra être compris entre le SMIC applicable au 1er janvier 2024 et le SMIC en vigueur au moment de la versement des rémunérations. Eh bien, on attend encore une fois ce décret qui ne vient pas et on doit se contenter encore une fois d'informations officieuses selon lesquelles ce montant serait égal au SMIC applicable au 1er janvier 2025. Et date d'application, janvier 2025, du coup. Oui, date d'application 1er janvier 2025. Donc, même chose que ce que j'ai indiqué pour la réduction générale, ça veut dire calcul rétroactif pour le prochain versement des rémunérations et incertitude pour les soldes de tout compte qui ont été établis depuis le début de l'année, puisque là, on attend certainement une tolérance pour les entreprises qui ont dû appliquer des calculs dans l'incertitude. Hein. Tout à Véronique fait, qui dit, je pense qu'il y a Véronique qui une dit c'est que du bonheur. Juste c'est parenthèse. du bonheur comme dit Véronique. Je pense qu'il y aura peut-être donc déjà des précisions dans le BOSS, hein, surtout qu'on attend d'abord les décrets et ensuite les précisions du BOSS qui nous diront s'il y a une tolérance, comme c'est le cas pour la prime de partage de la valeur pour la réduction générale. Est-ce qu'il y aura une tolérance pour les salariés qui sont sortis, pour éviter des régularisations sur les salariés sortis? Oui, parce que du coup, Marine, elle pose aussi la question quel impact si nous appliquons le maintien de salaire? Alors, le maintien de salaire, il n'y a pas Pas de d'impact changement? particulier. En fait, hein, le maintien de salaire est pris en compte dans le calcul des allègements et des réductions de cotisation au prorata du maintien de salaire que vous avez fait. Hein. On convertit en fait en nombre d'heures pour le calcul du SMIC de comparaison, en fait. Donc là, il n'y a pas d'incidence particulière à ce titre-là. C'est vraiment ce qui nous manque comme donnée de comparaison, c'est quelle est votre rémunération que vous avez appliquée, qu'elle soit maintenue ou que ce soit la rémunération normale. C'est à cette rémunération, on doit comparer ça à un montant de référence du SMIC. Et ce SMIC, pour l'instant, on attend les décrets qui doivent nous dire quelle est la valeur du SMIC qu'on doit prendre en compte. Alors, pour répondre à Sia, là, je viens de voir qu'elle posait une question sur le SMIC. Alors,
Le SMIC à prendre en compte, c'est bien celui de décembre 2023 en attendant le décret. Alors oui, en effet, en attendant le décret, on prend ce qui est dans la loi. Et la loi dit le SMIC au 31 décembre 2023. Oui, sachant que voilà, c'est effectivement une comme mesure très provisoire parce que effectivement, pour l'instant, on n'a pas de référence applicable et c'est vraiment le décret qui nous donnera au final la référence tout à fait. appliquée dès le 1er janvier 2025. Sachant que, comme l'a précisé David, il y a des informations officieuses qui nous disent que autant pour la réduction générale que pour les taux réduits, assurance maladie, allocation familiale, ce serait le SMIC en vigueur, donc le SMIC au 1er janvier 2025. Mais ça reste une des informations officieuses. Pour le moment, officiellement, on n'a pas d'informations. Tout à fait. Alors, bon, puisqu'on ne sait pas trop de choses sur le présent, on va parler de l'avenir. On va parler de la réforme des allègements généraux à partir de 2026. Je ne sais pas si ça va nous consoler, mais en tout cas, on a déjà des informations pour 2026. Allez, on va les prendre. Donc, les règles qui seront applicables à partir de 2026 font qu'on ait une réforme d'ampleur des allègements généraux, puisque, en fait, les mécanismes dont on vient d'évoquer de réduction de taux sur les cotisations patronales maladie et allocations familiales, eh bien, ça va être supprimé. Ça va être supprimé parce que, en contrepartie, il va y avoir une refonte complète de la réduction générale des cotisations qui va s'appliquer, alors toujours de manière dégressive, on sera toujours sur un mécanisme de taux qui va diminuer en fonction du niveau de rémunération. Mais cette fois-ci, en fait, pour compenser la suppression de ces mécanismes de réduction de taux, on va avoir un plafond de rémunération qui va pouvoir aller jusqu'à 3 fois le SMIC en vigueur, alors qu'actuellement, vous savez, la limite, elle est fixée à 1,6 SMIC. Donc voilà, une certaine simplification quand même peut-être à terme, puisqu'effectivement, au lieu d'avoir 3 allègements à contrôler, etc., on n'en aura plus qu'un seul. Ce sera du point de vue de la pratique paye, je pense, plus bénéfique. Sachant que, donc, comme on l'a dit, cette limite fixée par la loi de 3 fois le SMIC en vigueur, ça reste la norme fixée par la loi. Et là encore, je me répète, excusez-moi, on attend que le pouvoir réglementaire fixe par décret à la fois le taux maximum de la réduction, donc le paramètre T, parce qu'ils vont augmenter le niveau de rémunération ouvrant droit à ce futur allègement. Par contre, ils vont certainement diminuer le taux de cotisation, le coefficient de réduction applicable en diminuant le pourcentage de réduction. Et comme je disais aussi, on attend au-delà aussi un décret. Bon, il y a moins d'urgence puisque c'est pour l'année 2026. On attend un décret qui devra déterminer quelle sera cette nouvelle rémunération maximale qui ouvrira droit à cette réduction générale reconfigurée. Et donc, ce montant qui est fixé par la loi devrait être compris entre 3 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2024 et 3 fois le SMIC en vigueur à la date de versement des rémunérations. Là encore, c'est le décret qui déterminera la valeur exacte qui sera ajustée. En fait, avec ces possibilités de fixer ces valeurs par décret, en fait, le gouvernement se donne des mesures un peu pour ajuster par rapport à son budget. On sait que les finances publiques, c'est devenu un vrai sujet et donc ça leur permet d'avoir à leurs mains, par simple décret, la possibilité de moduler le coût pour les finances publiques de ces allègements au gré des besoins de finances publiques. Voilà pour ce qui était des allègements généraux et donc effectivement, on a affaire à des mesures quand même assez impactantes, pour l'instant incertaines. Est-ce qu'on peut faire juste un tout petit pas en arrière? Parce qu'il y a Méline qui demandait une clarification. Je suppose, parce qu'on avait avancé entre-temps, mais sur la fixation du montant à retenir pour le plafond d'éligibilité, où elle demande est-ce qu'il faut se référer sur le SMIC du mois de novembre 2024? Si j'ai bien compris, si c'était ça sa question. Non, pas à l'instant T, je dirais que non, c'est le SMIC au 31 décembre 2023. C'est la dernière valeur qui a été évoquée, effectivement.
pour l'instant, il n'y a pas on n'a plus de normes pour l'instant. Effectivement, on est obligé de faire des payes un petit peu sur une base provisoire. Effectivement, voilà, l'idée, c'est il peut y avoir des paris. On dit, tiens, on va se caler sur la valeur du 1er janvier 2025, mais c'est un pari risqué puisque là, on anticipe une mesure, certes annoncée, mais pas encore officielle. Soit on prend une mesure temporaire, moins favorable, avec un SMIC au mois de décembre 2023 pour ce qui est des allègements maladie et allocations familiales. Il y aura possibilité de le régulariser ensuite dans le courant de l'année pour les salariés qui sont présents. Le gros problème, c'est surtout pour les soldes de tout compte qui sont calculés. Effectivement, on agit un peu dans l'incertitude pour l'instant. Voilà. Très bien. Merci pour quand même pour la clarification. Avec ce que vous aviez, ce que vous avez en main maintenant. Tout à fait. Alors, au niveau des exonérations spécifiques, donc là, on a vu la partie réduction générale, donc applicable à tous les employeurs. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les exonérations spécifiques? Donc, à savoir que plusieurs exonérations sont construites sur le modèle de la réduction générale de cotisation patronale. Donc, c'est des références, que ce soit au niveau de la détermination du SMIC, que ce soit au niveau du paramètre T. Donc, on a notamment les exonérations qui sont applicables aux employeurs situés en outre-mer, donc l'ODEOM, les exonérations à la domicile pour certains emplois particuliers. Les exonérations, c'est une exonération temporaire pour les sapeurs-pompiers volontaires, ou encore les exonérations pour les travailleurs occasionnels agricoles, donc ce qu'on appelle TODE. Et donc, ces exonérations spécifiques font référence dans leur mode de calcul à la réduction générale de cotisation patronale. Et donc, le BOSS a apporté des précisions, donc c'est la loi et le BOSS, en fait, concrètement, qui ont apporté des précisions concernant donc, notamment la LODEOM. Donc, la réduction, elle reste applicable dans sa rédaction antérieure, donc notamment concernant 2 points. Concernant le paramètre SMIC, donc ce sera toujours le paramètre SMIC, le SMIC en vigueur pour l'exonération de l'ODEOM et pour la prise en compte de la PPV. Donc, pour l'ODEOM, la PPV n'est pas, par la prime de partage de la valeur, n'est pas prise en compte dans la rémunération brute. Une dernière chose, la loi de finances de la sécurité sociale prévoit la possibilité de légiférer par ordonnance sur les exonérations spécifiques pour pouvoir les ajuster, à savoir que l'objectif serait, l'objectif annoncé en tout cas serait de ne pas trop toucher aux exonérations spécifiques, de les maintenir en l'état et surtout de réformer les exonérations générales. Une autre grosse réforme de cette loi de financement de la sécurité sociale 2025, c'est l'abaissement du seuil d'exonération des cotisations salariales des apprentis et l'assujettissement à la CSG-CRDS, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc, au niveau de l'exonération salariale des apprentis, elle serait abaissée, elle est abaissée, parce que le décret a été publié, à 50% du SMIC contre 79% actuellement. Donc, probablement dans les mêmes conditions de calcul que le plafond actuel, mais on attend quand même des précisions du BOSS. À savoir que pour le moment, le BOSS n'a pas été actualisé pour cette partie. Donc, si vous allez dans le BOSS, vous verrez que vous allez toujours avoir mention des 79%. Donc là, on attend une actualisation du BOSS pour ce sujet. Deuxième chose, les apprentis étaient jusque-là exonérés totalement de CSG-CRDS. Donc, ce ne sera plus le cas pour la fraction de rémunération au-delà de 50% du SMIC. Et donc, ces mesures sont applicables pour tous les contrats d'apprentissage qui sont conclus à compter du 1er mars 2025. Donc, qu'est-ce que ça va impacter? C'est que vous allez avoir une gestion différente pour vos salariés qui sont rentrés, vos apprentis qui sont rentrés avant le 1er mars 2025 et vos apprentis qui vont rentrer à compter du 1er mars 2025. Donc ça, en gestion de la paye et au niveau de vos contrôles de paye, voilà, il y aura quelque chose aussi de particulier pendant un petit moment et qui peut durer 2-3 ans finalement, parce que les contrats d'apprentissage, ils sont sur 2 à 3 ans. Donc voilà. Il y a un décret d'application qui a été publié
pour la modification donc du plafond d'exonération. Mais pour le moment, on n'a pas eu d'informations complémentaires concernant la CSG-CRDS. Donc, on attend des précisions du boss, hein. Donc, notamment, à savoir qu'au niveau de la CSG-CRDS, il y avait une tolérance pour les cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire. Donc, elle n'était pas soumise à CSG-CRDS pour les apprentis. Donc, est-ce que ce sera encore le cas ou non? On attend des précisions du boss. Donc, au niveau de l'abattement de 1,75%, on suppose qu'il y aura un abattement sur la rémunération, mais on attend quand même des précisions. Et une autre question, c'est la taxe sur les salaires. Donc, à savoir que jusque-là, donc la taxe sur les salaires est alignée sur l'assiette de la CSG-CRDS. Donc, vu jusque-là, les apprentis n'étaient pas soumis à CSG-CRDS, donc ils n'étaient également exonérés de taxes sur les salaires. Donc là, pour le moment, on n'a pas d'informations particulières. Donc, qu'est-ce que dit le BOFIP? Le BOFIP nous dit qu'il y a une exonération totale pour les employeurs de moins de 11 salariés pour la fraction, donc pour la rémunération des apprentis, mais seulement pour les employeurs de moins de 11 salariés. Donc, pour les employeurs à partir de 11 salariés, on va supposer, en attente de précision, que la fraction de rémunération au-delà de 50% du SMIC sera soumise également à taxe sur les salaires. Donc, vraiment, pour cette partie, on attend des précisions du boss pour en savoir plus, puisque pour le moment, il n'y a vraiment aucune actualité sur ce sujet. Et du coup, ça soulève pardon. Ça soulève quelques interrogations. Du coup, tu imagines bien, Laetitia. Je t'en partage 2. Il y a Nathalie qui dit, est-ce que ça veut dire donc qu'on ne peut pas encore mettre à jour les contrats d'apprentissage puisque le boss n'est pas encore à jour? Alors oui, pour le moment, on n'a pas d'informations. Donc après, faut aussi vous rapprocher de votre éditeur pour voir ce qu'ils ont décidé de faire de leur côté. Mais pour le moment, on n'a pas d'informations sur la CSG-CRDS. Et ce qui est délicat par rapport à la réforme des cotisations patronales, c'est que là, ça touche le salarié. Il va y avoir des régularisations qui vont avoir un impact sur le net à payer du salarié. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus délicat finalement, c'est que là, on touche vraiment aux cotisations salariales et au net à payer. Donc, et alors, il y a Marine. Oui. Marine a un cas très spécifique. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais elle dit on est en pleine fusion et nous reprenons les salariés de l'autre société. Est-ce que les apprentis que nous allons aussi reprendre, l'exonération sera de 50%, ou alors, vu que nous reprenons l'ancienneté, cela reste à 79%? Alors, c'est les contrats conclus à compter du 1er mars 2025. Donc, selon mon interprétation, tout dépend s'il y a eu un transfert. En fait, c'est vraiment très spécifique. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément répondre comme ça sans voir les cas mais tout dépend si vous re-signez des contrats avec ces salariés, des nouveaux contrats au nom de votre entité ou il y aura un avenant, elle dit. Un avenant. Alors, si c'est un avenant, je dirais que non. Selon mon interprétation, David, peut-être une autre interprétation. Oui, moi je rejoins ton avis. Ici, je pense que là, on a affaire à un transfert de salariés et donc on ne peut pas, a priori, considérer ça comme un nouveau contrat. Ça ne me semble pas conforme à l'esprit de la loi. Donc, je pense que normalement, l'exonération va rester dans les mêmes conditions. Maintenant, comme on l'a dit, on est beaucoup tributaire des positions de l'administration qui sont parfois arbitraires dans leurs interprétations. La logique voudrait qu'effectivement on conserve le taux initial. Maintenant, effectivement, comme le précise Laetitia, on a le boss qui a pris une place importante maintenant dans la définition des normes quand il y a des incertitudes juridiques. Et donc, il faut surveiller ça de près pour vérifier. Mais en attendant, oui, je pense qu'on peut peut-être se caler sur l'ancien régime d'exonération. Oui, et puis moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de demander à votre SAF, poser la question. Peut-être que vous aurez une réponse qui sera peut-être plus personnalisée. Voilà. Comme ça peut vous protéger aussi en cas de contrôle. Voilà, moi, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est vraiment un cas tellement particulier que parfois, c'est bien de contacter directement votre SAF pour avoir une réponse personnalisée. Très clair. Merci. Elle vous remercie, tous les deux.
Alors, je vous fais un petit rappel du régime social de la rémunération des apprentis. Donc, au niveau des cotisations et contributions patronales, donc on n'a pas d'exonération spécifique. Donc, la rémunération des apprentis est éligible à la réduction générale de cotisations patronales et aux autres exonérations spécifiques. Alors, au niveau des cotisations salariales, donc avant le 1er mars 2025, il y avait une exonération de 79% du SMIC, ce qui représentait 1 423,42 € en prenant le SMIC en vigueur actuellement. À compter du 1er mars 2025, exonération à hauteur de 50% du SMIC, donc ce qui descend le plafond à 900,90 € par mois en prenant en compte le SMIC en vigueur actuellement. Donc, on voit quand même que ça fait une sacrée différence de passer de 79% à 50%. Au niveau de la CSG-CRDS, avant le 1er mars 2025, une exonération totale sur les revenus d'activité. Donc, il y avait quand même, ils étaient quand même soumis à CSG-CRDS sur l'épargne salariale, sur les sommes issues de l'épargne salariale, donc intéressement, participation, prime partage de la valeur. Au niveau, donc à compter du 1er mars 2025, une exonération donc à hauteur de 50% du SMIC, soit 900,90 €, sur lequel on attend des précisions, mais il y aura probablement un abattement de 1,75%, comme pour les autres revenus d'activité. Au niveau du forfait social, pas d'exonération spécifique, que ce soit avant ou après, il n'y avait pas d'exonération. Donc, les apprentis étaient soumis à forfait social comme les autres salariés. Alors, on enchaîne avec d'autres mesures un peu plus ciblées, diverses de cette loi de financement de sécurité sociale 2025. Je vois que le temps passe, donc je vais les aborder brièvement. Je vous ai mis à chaque fois dans les slides des petits rappels sur ces dispositifs, mais on va venir, je pense, directement à la mesure qui concerne donc chacun de ces points. En ce qui concerne donc les attributions gratuites d'actions, donc il y a une contribution patronale spécifique qui est applicable en contrepartie de l'exonération par ailleurs de cotisation de sécurité sociale. Il faut savoir donc que la loi de finances a relevé le taux de cette contribution spécifique qui va donc passer d'un taux de 20% à un taux de 30%. Deuxième mesure un peu ciblée qui concerne le secteur agricole et en particulier l'exonération de travailleurs occasionnels demandant d'emploi, dite TODE. Donc là aussi, c'est une mesure spécifique d'exonération qui est applicable à cette catégorie de travailleurs occasionnels. Donc ça ne vise pas tous les employés du secteur agricole. Là aussi, la loi de finances prévoit deux évolutions, une pérennisation de cette exonération qui devait disparaître au-delà du 31 décembre 2025. Donc là, maintenant, pour l'instant, elle est inscrite dans la loi jusqu'à ce qu'un jour, une loi la remette en cause, mais pour l'instant, c'est pérennisé. Et puis, d'autre part, on a en fait cette exonération, elle joue à plein jusqu'à un certain seuil, puis ensuite, elle est dégressive au-delà jusqu'à 1,6 SMIC. Là, donc, on a un relèvement de 1,2 à 1,25 SMIC du seuil en deçà duquel l'exonération est applicable sans dégressivité, donc c'est-à-dire à taux plein, en fait. Donc, on a une mesure un peu défavorable, plutôt favorable, pardon, pour les entreprises agricoles, puisque ce seuil est relevé, donc elles auront droit à plus d'allègement pour l'exonération des travailleurs occasionnels. On passe à d'autres mesures spécifiques issues de cette loi. Ça va concerner cette fois-ci le cas des jeunes entreprises innovantes. Là encore, mesure très ciblée qui vise pas toutes les entreprises, mais certaines catégories d'entreprises qui investissent beaucoup en recherche et innovation. Et cette exonération concerne leur personnel affecté à ces activités-là, à la recherche et innovation. Là, la loi est venue un peu restreindre, bien sûr, il y a des conditions pour bénéficier de cette exonération, et la loi a augmenté les conditions pour en bénéficier, et notamment, elle a relevé le seuil d'intensité en dépenses de recherche. Il faut maintenant atteindre un taux de 20% d'intensité de dépenses de recherche au lieu de 15% pour le statut JEI. Et pour une catégorie particulière de jeunes entreprises innovantes, les jeunes entreprises de croissance, là aussi, le seuil est augmenté. Il passe entre 5 et 20% au lieu de 5 et 15%. Dernier point à signaler concernant cette loi de finances, l'exonération de service à la personne, donc le financement par le CSE de mesures en faveur des salariés qui
qui fait bénéficier d'exonération. On a des entreprises maintenant qui peuvent aussi entrer dans les entreprises qui peuvent être considérées comme acteurs de ces services à la personne. Alors, ça vise des catégories bien particulières, hein, puisque c'est des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes du Code général des collectivités territoriales. Donc, mesure quand même très, très ciblée. Un rappel aussi, hein, chaque année, la limite d'exonération de l'aide que peut porter l'entreprise ou le CSE, il est relevé. Et là, donc, le montant a été relevé à 2 540 € par salarié à compter du 1er janvier 2025. Donc, c'est une aide annuelle, bien sûr, alors que le montant était fixé à 2 421 € en 2024. Voilà pour cette loi de finances, financement de sécurité sociale 2025, effectivement, qui était bien, qui comportait quand même pas mal de mesures. Hein. Bien dense. On enchaîne maintenant avec les avantages en nature véhicule. C'est Laetitia qui va vous exposer les nouvelles règles. Et là, c'est un peu la surprise du chef, je dirais, parce qu'effectivement, on ne l'a pas vu vraiment venir, cette mesure. C'est tombé un petit peu comme ça. Et c'est vraiment, comme vous l'expliquera Laetitia, impactant parce qu'ils ne sont pas avec le dos de la cuillère, pour reprendre une autre formule. Et vous avez gardé cette surprise pour la fin, c'est sympa. Ah oui. Donc, effectivement, relèvement significatif qui ne va pas être neutre pour les entreprises et pour les salariés, puisque ça va avoir un impact aussi sur le net à payer. Je passe la parole à Laetitia pour ce sujet. Alors, au niveau donc, de la valorisation des avantages en nature véhicule, donc, là, on a donc un arrêté du 25 février 2025 qui a été publié au JO donc, du 27 février et qui abroge l'arrêté de 2002 qui était en vigueur sur les avantages en nature. Donc, concrètement, pour les autres avantages en nature, pas de changement. Mais par contre, il y a un changement au niveau de la valorisation des avantages en nature pour les véhicules. Donc, une augmentation de 67% hein, quand même des évaluations forfaitaires pour les véhicules mis à disposition donc, à partir du 1er février 2025. Donc, je vous donnerai des exemples ensuite pour bien comprendre cette notion de mise à disposition. Donc, le véhicule, il est considéré mis à disposition du salarié à compter de la date d'attribution qui est fixée hein, par l'accord conclu entre l'employeur et le salarié. Donc, il faut bien prendre en compte la date d'attribution. Et donc, le BOSS a apporté quelques précisions sur la notion de mise à disposition. Donc, un véhicule qui est acheté par l'entreprise attribué à un salarié A avant le 1er février 2025, donc bénéficie des anciennes dispositions, donc des anciens barèmes hein, applicables avant cette date. Et si ce véhicule il est restitué par le salarié A et attribué à un salarié B, donc à un deuxième salarié, à compter du 1er février 2025, donc il relève des nouvelles règles applicables aux avantages en nature véhicule. Et de même, si le salarié A il va recevoir un nouveau véhicule à partir du 1er février 2025, eh ben, ce véhicule il sera soumis aux nouvelles règles. Donc, ce n'est pas donc la mise en circulation au 1er février 2025, mais c'est bien la mise à disposition du véhicule au salarié. Donc, c'est vraiment cette notion mais, qui est primordiale à comprendre. C'est que même des anciens véhicules vont être affectés par ce nouveau barème. Et au Donc, ça niveau répond aux du barème, questions. une petite question Ouais, je pense que ça répondra à la question. Il y a Céline qui est demandé, quand vous mettez date d'attribution fixée par accord conclu entre employeur et salarié, est-ce que c'est la date de signature du contrat de travail, par exemple, si le salarié en a bénéficié dès son arrivée? Tout à fait, la date du contrat de travail pour ce cas-là. Après, tout dépend après dans votre entreprise, quelle est la procédure au niveau de l'attribution des véhicules. C'est vrai que ça, c'est des procédures qui sont quand même internes aux entreprises. Ouais. Mais par exemple, un salarié qui aurait un véhicule prévu dans son contrat de travail, eh ben, c'est la date de signature du contrat. Ok, très clair. Voilà. Donc au niveau du barème, donc pour un véhicule acheté, donc il y a une nuance, hein, si le véhicule a moins de 5 ans, plus de 5 ans, donc jusqu'à 5 ans, 15% du coût d'achat et pour un véhicule de plus de 5 ans, 10% du coût d'achat. Donc pour un véhicule acheté, prise en charge par l'employeur lorsqu'il y a une prise en charge par l'employeur hein, des frais de carburant, donc c'est une augmentation de 5 points, donc 20% du coût d'achat pour les véhicules jusqu'à 5 ans et 15% du coût d'achat pour les véhicules de plus de 5 ans. Si le véhicule est loué ou en location avec option d'achat, c'est 50% du coût global et lorsque les frais de carburant sont pris en charge
par l'employeur. Donc, il y a une augmentation de 17 points, donc 67% du coût global. Alors, attention, il y a des nouvelles règles également concernant les véhicules électriques à compter du 1er février 2025. Donc, la même date que pour le nouveau barème. Donc, pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique, donc exclusivement, pas les véhicules hybrides, l'abattement est porté à 70% dans la limite de 4 582 € en 2025. Donc, à savoir qu'il y avait un abattement de 50% pour les véhicules fonctionnement exclusivement à l'énergie électrique. Donc, voilà, l'abattement, il est porté à 75%. Et une autre condition a été mise en place, c'est que le véhicule, il doit respecter un score environnemental permettant le bénéfice d'un bonus écologique. Donc voilà, c'est une petite précision qui a été apportée et surtout une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier de l'abattement. Et si le véhicule ne respecte pas ce score environnemental, il ne peut pas bénéficier de l'abattement, tout simplement. Alors, nouvelle chose qui avait été annoncée donc déjà depuis l'automne 2024, mais le décret donc, a été publié, c'est la diminution du plafond des IGSS maladie. Dans la référence pour le calcul des IGSS. Donc là, ça a quand même un impact important pour les employeurs et pour les salariés. Donc, je vais laisser la parole à David qui va vous expliquer tout ça. Oui, effectivement, on arrive bientôt au terme de ce webinaire. Donc, la diminution de l'indemnisation des arrêts maladie, effectivement, comme l'a dit Laetitia, ça avait été annoncé et ça se concrétise dans un décret qui est paru le 20 février qui abaisse le plafond des revenus d'activité antérieure pris en compte. Vous savez qu'on fait appel à un salaire de référence quand quelqu'un tombe malade. On prend en général le salaire des 3 derniers mois. Ce salaire, s'il était supérieur jusqu'à 1,8 SMIC, il était plafonné. Donc, on prenait son salaire que dans la limite de 1,8 SMIC. Maintenant, ce sera 1,4 fois le SMIC. Donc, ce n'est pas neutre. Et cette réforme, elle va s'appliquer aux arrêts de travail prescrits à partir du 1er avril 2025. Alors, au-delà de ce nouveau fonctionnement qui va, on pourrait dire, ça va ne concerner que les salariés, bien non, ça va concerner également les entreprises, puisque le mécanisme de maintien de salaire à la charge des entreprises est quand même un mécanisme largement appliqué du fait de la loi et aussi des conventions collectives. Et donc, forcément, si la sécurité sociale prend moins en charge les arrêts par l'intermédiaire des indemnités journalières, c'est l'employeur qui va devoir compenser cette perte de rémunération et donc ça entraînera une surcharge pour les entreprises. Du côté des salariés, ils vont surtout être impactés dès lors qu'ils ne bénéficient pas d'un maintien de salaire. Alors ça peut être le cas notamment s'ils n'ont pas l'ancienneté requise dans leur entreprise ou s'ils ont eu un arrêt de très longue durée qui fait qu'ils ont épuisé leur quota de droit à maintien de salaire. Là, ils subiront une perte de rémunération sèche. Et puis, il y a un troisième effet qui va certainement se produire avec un léger décalage, c'est l'impact sur les régimes de prévoyance. Vous savez que dans certains cas, les régimes de prévoyance interviennent soit pour remplacer l'obligation de maintien de salaire, c'est comme une assurance en fait, remplacer l'obligation de maintien de salaire des employeurs, ou bien pour prendre le relais à la suite d'un maintien de salaire à employeur. Et là, forcément, comme elles vont devoir verser des prestations plus importantes du fait pour compenser la baisse des indemnités journalières, il y aura certainement un impact sur les cotisations salariales et patronales inclus dans ces régimes de prévoyance. Donc, attendez-vous effectivement à avoir des évolutions prochainement sur ce sujet de la part de vos organismes de prévoyance cette année ou avec un effet retard peut-être l'année prochaine au 1er janvier. Voilà ce qu'on pouvait dire très, très brièvement là-dessus pour respecter le timing du webinaire. On a un tout petit peu dépassé, mais c'est-à-dire que c'était quand même assez dense, l'actualité. Juste une toute petite dernière question, et puis après, on arrivera sur la conclusion. Est-ce qu'on parle de prix hors taxe ou TTC sur la base des prix des véhicules? Est-ce que vous avez une idée? De mémoire, c'est TTC, mais j'aurais vérifié. Information à vérifier quand même. Ça marche. À bien vérifier. Oui, il y aura un replay, il vous sera envoyé automatiquement dans votre boîte mail. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui est en train d'écouter. Je vois Marine qui dit TTC. Donc bon, oui, des personnes confirment TTC, a priori. Un grand merci pour votre attention. Je vois que vous avez été hyper à l'écoute jusqu'au bout.
David, Laetitia, merci beaucoup. Il y avait beaucoup d'actu finalement, même si pas mal de flou et de doutes sur certains points, ça reste quand même très dense. Donc merci à vous d'être au rendez-vous. Je pense que c'est super important parce que ça permet pour ceux qui nous écoutent de faire leur veille et comme ça tout est condensé en 1 heure. C'est ça, un sacré challenge de tenir 1 heure, mais on y arrive. On a dépassé de 4 minutes, ça va. Merci à vous deux en tout cas. C'était chouette de vous retrouver. Merci pour votre attention. Et merci Anaïs et merci Laetitia. Avec plaisir. On se retrouve bientôt. Oui, alors là, je suis tellement dans mon truc paye que j'oublie qu'on se retrouve dès mardi prochain. Évidemment, les webinaires ne sont pas terminés avec Culture RH. Je vous retrouve dès mardi prochain. On parlera IA, tout autre sujet. Mais voilà, les RH, c'est ça, c'est vaste, c'est dense. Il y a plein de sujets à aborder. Donc, on se retrouve dès mardi prochain pour un prochain rendez-vous IA et RH, les do's et les don'ts en 2025. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une super journée. Merci encore David et Laetitia, à bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée.